Une papeterie qui fabrique du papier, jusqu'ici rien de très étonnant, d'autant que Norske Skog Golbey est le premier site de production de papier journal en Europe de l'Ouest. Mais depuis quelques années, cette usine du groupe norvégien Norske Skog, récemment passée sous pavillon anglais, produit plus que du papier avec différents projets dans le domaine de la bioéconomie, du développement durable et de la chimie verte, à partir du bois qu'elle travaille ou de la vapeur qu'elle génère, mais pas question d'oublier ce qui fait l'ADN de Norske Skog. Contrairement à certains, nous on ne dit pas on ne fera plus de papier. Au contraire, on a la prétention de dire que si demain il reste un acteur majeur, en tout cas sur le papier publication, ça sera Norske Skog. Donc ça, nous, c'est notre stratégie numéro 1, c'est être performant sur notre cœur de métier. Mais malheureusement, c'est un marché en déclin. Donc il y a des années on produit beaucoup, puis il y a des années qui sont plus difficiles. Donc c'est important de trouver des activités qui nous permettent de tamponner ces effets négatifs. Donc on cherche à faire des activités autour de la bioéconomie. Donc on parle des écomatériaux, de la chimie verte et également des énergies vertes. Donc par ça, on assure, je dirais, une mutualisation de nos coûts et des revenus complémentaires. Et donc ça, c'est appréciable dans les années difficiles. Et d'autant plus appréciable que Norske Skog se lance dans un nouveau projet de taille en partenariat avec la société Veolia, la construction sur le site de l'usine à Golbey d'une nouvelle chaudière biomasse qui va permettre d'abord de réduire considérablement les coûts de production du papier et de fournir de l'énergie aux entreprises de la Green Valley. Un investissement conséquent, plus de 150 millions d'euros, mais ce dossier stratégique devrait permettre d'asseoir la pérennité de l'entreprise. Il s'agit d'une station de préparation de combustible, une grosse chaudière qui va produire de la vapeur, qui va être turbinée à travers une turbine de 25 mégas. Et ensuite, on envoie la vapeur sur notre procédé. Mais également, nos voisins, Pavatex et potentiellement Michelin demain. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise, ça doit vivre, ça doit gagner de l'argent. Donc on a vraiment tous chez Norske Skog le sentiment que de toute façon, c'est l'avenir de la société. Ça doit être intéressant financièrement et également pour notre environnement et nos salariés. C'est indispensable. C'est le fruit d'un chemin assez long. Il y a quelques années, je me souviens, parce que moi je travaille dans l'entreprise depuis pas mal de temps, on était un site de production. On produisait, il n'y avait aucun problème, le marché était là. Et puis 2006, on a initié cette stratégie de diversification. Donc on a quelques projets qui ont pu émerger. On a réussi à faire venir Pavatex, par exemple. Et puis on a, je vous dis, dans les cartons, des projets qui, j'espère, vont aboutir dans les années qui viennent, notamment dans le cadre de la chimie verte. De nombreux projets encore dans les cartons. Celui de cette nouvelle chaudière biomasse, en tout cas, vient d'être validé par la Commission de régulation de l'énergie, qui avait lancé un appel d'offres. Les travaux devraient débuter fin 2020 pour une livraison fin 2022, début 2023. Déposer une gerbe de fleurs devant le monument aux morts de Strasbourg aura été son premier acte. Josiane Chevalier est la nouvelle préfète du Grand Est et du Bas-Rhin. Et en son premier jour de prise de fonction, il y a de nombreuses mains à serrer. Après un entretien avec Frédéric Bierry, président du conseil départemental du Bas-Rhin, puis avec le maire de Strasbourg, Roland Ries, elle a rencontré la presse régionale. Après les 200 véhicules brûlés lors de la nuit du réveillon à Strasbourg et les agressions de sapeurs-pompiers, Josiane Chevalier fait de la sécurité publique sa priorité. Le dossier de la Saint-Sylvestre est un dossier pour nous extrêmement important. Donc notre volonté, c'est de comprendre pour mieux agir et être surtout en posture d'écoute des forces de l'ordre, des forces de secours aussi, qui parfois sont malmenées, ce qui est tout à fait inacceptable. Tout cela va être protocolisé pour que quand ils se rendent dans certains quartiers où ils sont régulièrement victimes d'agressions ou de caillassage, ils soient accompagnés, ils n'aillent pas seuls, que les forces de l'ordre les accompagnent. La préfète du Grand Est s'est également exprimée sur la mise en place de la collectivité européenne d'Alsace au 1er janvier 2021. Depuis mai 2018, elle était préfète de Corse et elle compte bien utiliser cette expérience à profit. Je crois beaucoup au droit à la différenciation. Je l'ai appliqué tous les jours en Corse et je pense que cette fusion de 2 départements dans une grande région répond aussi à ce souci, garder l'unité tout en respectant l'identité qui est forte. C'est vraiment cette dimension, la proximité que je retiens de mon expérience en Corse où effectivement les maires se sont trouvés un peu désemparés en perdant leur conseil départemental. Voilà, donc je pense qu'il faut de la vigilance. Ça, c'est
quelque chose que je retiens et que j'essaierai de faire passer aux 2 présidents de conseils départementaux qui sont très engagés sur ce projet de fusion. À 62 ans, Josiane Chevalier est la première femme à occuper le poste de préfet du Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, mais aussi préfet du Bas-Rhin. C'est un nouveau visage pour représenter la marque Romillon, le coq sportif. Lucas Pouille, l'un des meilleurs joueurs du tennis français, a visité récemment l'usine historique de fabrication. On apprend toute l'histoire qu'il y a derrière, tous les gens qui sont mobilisés pour que nous on se sente le mieux possible. C'est important de les rencontrer, c'est important d'écouter, d'apprendre. C'est clair que de pouvoir faire porter notre marque à des gens qui frôlent les 20e mondiaux et demain peut-être être dans les 10 meilleurs mondiaux, ça veut dire qu'ils vont beaucoup plus loin dans les tournois. Donc ça veut dire que notre marque est présente beaucoup plus longtemps sur les cours, dans les grands tournois et dans les grandes rencontres internationales. Le but de cette collaboration, faire appel à ce sportif de haut niveau pour élaborer et parfaire des produits pour lui, mais aussi pour le grand public. Pouvoir tester nos évolutions avec des joueurs qui sont à ce niveau, c'est vraiment très important pour crédibiliser notre offre et surtout pour nous faire avancer et nous faire grandir et de pouvoir réconcilier le besoin du top niveau et de pouvoir faire des vêtements pour monsieur tout le monde, c'est toujours hyper fort. Aider la marque à monter, à s'améliorer, à grandir, comme eux vont m'aider à grandir également. Donc c'est vraiment essayer de créer une aventure la plus belle possible ensemble. La collection 2020 est prête et d'ores et déjà portée par les plus grands joueurs de tennis mondiaux. Une création tricotée, teintée et assemblée dans l'Aube. Ça sera la tenue de Roland Garros. Donc toute la partie terre battue jusqu'à la fin de Roland. Ça sera la partie pour Wimbledon, où tout le monde sait qu'il faut être 100% blanc là-bas. Et ça sera pour la dernière partie de saison. Donc voilà, toujours avec le même graphisme, ce soleil autour du coq. Et ce maillot reprend un détail du premier logo du coq sportif qui était installé sur un soleil. Et vous verrez les rayons du soleil qui viennent éclairer notre marque et le sportif qui les portera et les gens qui porteront ces produits. Le partenariat entre Lucas Pouille et le coq sportif a commencé le 1er janvier. Après cette première visite et les premiers essayages, le tennisman va revenir plusieurs fois à Romilly pour les prochaines collections. On va commencer à se poser, à réfléchir aux prochaines tenues. Donc il sera naturellement associé pour donner son avis et nous emmener dans les bonnes directions. Le coq sportif est l'équipementier de plus de 60 athlètes de 25 disciplines différentes, individuelles ou collectives. Dans le vestibule ou le salon, on peaufine les derniers détails. Après 9 mois de restauration, la maison de l'artiste Louis Majorel se dévoile au public. Des vitraux du maître verrier Jacques Gruber aux boiseries de Majorel lui-même, une grande partie des décors d'origine ont pu être restaurés. C'est vraiment une maison emblématique de l'art nouveau nancéen. Et la grande chance, c'est que l'architecture a été en grande partie bien conservée. Le décor d'origine, les vitraux, les boiseries, les peintures ont été conservés. Et troisièmement, cette maison conserve une grande partie de son mobilier d'origine, presque 70%. Il faut savoir que le mouvement Art Nouveau a connu une longue période de désaffection, donc beaucoup de maisons ont été détruites. Donc vous voulez, c'est un cas de figure extrêmement intéressant puisque l'ensemble est vraiment complet. Le grand escalier, sublimé par un lustre à décor d'algues, signé Dôme et Majorel, mène à la chambre de l'artiste. Reconstituer l'atmosphère intimiste de cette habitation, telle qu'elle était au siècle dernier, c'est ce qui a guidé le projet scientifique de restauration. Propriété de la ville, le site est aujourd'hui complémentaire au musée de l'école de Nancy. C'est l'aboutissement quand même d'un grand projet de valorisation de l'art nouveau dans la ville. On voit que l'école de Nancy, ça a été souvent quelques générations de créateurs, alors parfois industriels, parfois artistes, parfois artisans d'art. Et c'est aussi ce que cette ville-là retrace finalement. L'aventure humaine qu'est l'école de Nancy et qu'est l'art nouveau en France, à Nancy. Et une dernière phase de travaux, ne nécessitant cette fois pas de fermeture au public, prévoit la reconstitution de la salle de bain, mais aussi la rénovation de l'atelier de Louis Majorel au 2e étage.
C'est un travail de précision réalisé quasi uniquement à la tronçonneuse. Tom, après le lycée, passe des heures à sculpter le bois dans l'atelier familial. Dans le village de Saint-Rémy, non loin de Saint-Dié, le jeune homme a commencé à bricoler, comme il dit, dès ses 14 ans. Il emprunte en cachette la tronçonneuse de son père. Dès mon début dans la sculpture, j'ai sculpté ma première chouette. C'était pour ma mamie à Noël. Direct, les animaux, c'est ce qui m'attirait le plus. Après, j'ai fait 1 ou 2 sculptures abstraites, mais vraiment, ce qui m'attire, c'est les animaux. Comme tout le monde, au début, je me suis trompé. Un peu, je prenais des mauvais bois et après, les fissures, elles fendaient. Là, avec le temps, je commence à reconnaître un peu les bons bois. Comme là, les ronds derrière, c'est en tilleul, c'est du bon bois. Le jeune autodidacte, fin 2018, ose les premières expositions, devenu maître dans l'utilisation artistique des tronçonneuses. Il en possède d'ailleurs 5. Chacune tronçonneuse a un peu une spécificité pour moi. Donc là, par exemple, celle-ci, elle a un guide pointu. Donc pour les détails, là, par exemple, pour les plumes ou tous les trucs comme ça, là, c'est vachement bien. Le jeune homme s'est fait connaître avec son site L'Atelier du Sculpteur. Il a déjà vendu des créations et l'une d'entre elles trône à l'entrée d'une école à Saint-Dié. La directrice a passé commande pour transformer la souche d'un vieux cèdre du Liban. J'ai regardé par rapport à ce que Tom proposait et les oursons, c'était quelque chose qui paraissait intéressant pour la vie d'une école. Et il m'a proposé d'en faire 2 vu la taille et la dimension de l'arbre. Donc un ourson qui regarde vers la cour et qui regarde les enfants, plus un ourson qui regarde plutôt vers la rue. Une dizaine de jours ont été nécessaires pour ce résultat étonnant réalisé dans la masse. La sculpture suscite déjà des vocations. Le jeune Nolan est passionné par le travail du bois. Il a enlevé l'écorce parce qu'avant c'était qu'un tronc d'arbre et maintenant c'est une sculpture très belle. Des oursons qui font aussi le bonheur des enfants qui vont bientôt les baptiser. Quel est le nom que tu voudrais donner aux 2 ours? Balou et Mishka. Je voudrais bien les appeler Plume et Patachon. Palminton et Prosper. C'est une fierté et puis après voir la réaction des enfants et tout ça, ça rend heureux. Surtout dans une école primaire, je l'ai fait pendant les vacances de Noël. Ils sont revenus à la rentrée, ils avaient la sculpture dans la cour, c'est super. Tom, après son bac, veut intégrer la famille des compagnons du devoir pour devenir, qui sait, charpentier, un talent prometteur.